comment on saura qui est là? On va voir tous ceux qui sont là? Là, vous y êtes. On y est. Et on est tout seul? Vous êtes tous là. Face à la terre entière. Exactement. Alors, je Et- démarre. D'accord. OK. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la 3e table ronde du Festival Sévrier BD 2021, Parcours croisé, entre écrit et écran, l'adaptation d'œuvres jeunesse en dessin animé. Sur cette table ronde, on va discuter des adaptations de 3 œuvres jeunesse, Toby Lollness, Last Man et Tibet Tatum. Donc dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions. On va essayer de dédier quelques minutes pour y répondre en fin de discussion. Donc je vais démarrer par Toby Lollness. Toby Lollness est un roman en 2 tomes de Timothée de Fontbelle, sorti en 2006 à destination des enfants à partir de 10 ans. Pour vous expliquer un petit peu l'histoire, je reprends la description de Gallimard Jeunesse pour le roman. Donc Toby Lollness ne mesure pas plus d'1,5 mm. Sa mère, la douce Maya, lui a donné le goût des mots et son père, le grand savant Sim Lollness, sa vivacité d'esprit. Ils vivent dans les cimes du Grand Chêne jusqu'au jour où, s'opposant à ce que la sève de l'arbre soit exploitée, ses parents sont emprisonnés. Toby trouve alors refuge dans les basses branches, mais, poursuivi par la bande de Joe Mitch, un industriel qui cherche à prendre le contrôle de l'arbre, il doit s'enfuir. Toby est prêt à tout pour libérer ses parents et pour les beaux yeux d'Elisha, l'élu de son cœur. Alors aujourd'hui, Toby Lollness fait l'objet d'une adaptation en dessin animé de 13 épisodes de 52 minutes chacun, qui sera diffusée en 2023 sur France Télévisions et ZDF, qui est une chaîne de télévision allemande. On va en reparler, mais le dessin animé est plus à destination des enfants de 8 ans, voire on sait qu'il y a des enfants de 6 ans qui vont regarder. Petite précision importante, c'est un dessin animé feuilletonnant, c'est-à-dire que l'histoire évolue au fur et à mesure des épisodes. Donc ça se suit, on ne peut pas diffuser les épisodes dans le désordre. En fait. Je le précise parce qu'on va utiliser ce mot assez souvent. Voilà pour ce projet-là. Ensuite, on va passer sur Last Man. Alors, c'est une bande dessinée française de 12 tomes à destination des ados adultes, écrite par Bastien Vives, Balak et Michael Sanlaville. Donc la série Last Man présente 2 mondes parallèles. D'un côté, la ville corrompue de Paxton, reflet de notre monde régi par des cartels, et de l'autre, la vallée des rois, Éden médiévale et magique, où se déroule chaque année un tournoi de combattants. Tout commence lorsque Richard Aldana, donc le héros, issu du premier monde, débarque dans le second et vient faire équipe avec un garçon nommé Adrian, avec la ferme intention de remporter le tournoi. En 2016, une série d'animation de 26 épisodes de 11 minutes du même nom racontant la jeunesse du personnage principal est diffusée sur France 4, puis sur Netflix en 2018, et une seconde saison de 6 épisodes de 45 minutes est en cours d'écriture. Comme la BD, le dessin animé à destination des ados adultes aussi. Last Man a une particularité, donc elle est également feuilletonnante, mais en plus, la bande dessinée s'est écrite en même temps que la saison 1 du dessin animé. Donc ça, pareil, c'est assez intéressant d'en parler. Et enfin, je vous présente Tibet Tatum, qui est une bande dessinée de 5 tomes à destination des enfants de 5 à 8 ans. L'histoire, c'est Tib, qui est un petit garçon qui vit au sein d'un clan pendant la préhistoire. Son souci, c'est d'avoir une tache de naissance autour de l'œil, ce qui lui attire constamment les moqueries des autres enfants. Alors qu'il ne l'attendait plus, il trouve le copain idéal, un dinosaure tout rouge qu'il va appeler Tatum. Reste à le faire cohabiter avec papa, maman et tout le clan. Tibet Tatum a été adapté en 2018 en dessin animé par ses auteurs Flora Grimaldi et Nicolas Bannister sous le format de 52 épisodes de 13 minutes. Voilà pour les projets. Évidemment, derrière ces projets, il y a des gens et je vais les laisser se présenter. Delphine, est-ce que tu veux démarrer ? Oui, je m'appelle Delphine Maury et je suis productrice dans une société qui s'appelle Tant Mieux Prod, que j'ai fondée en 2012 et donc je suis à l'origine de l'adaptation de Toby Lollness. Et là, autour de cette table ronde, il y a 2 de mes collaboratrices. Il y a Anne-Claire Leham, qui est la directrice d'écriture, la scénariste, l'auteur de la Bible de Toby Lollness, avec qui on bosse maintenant depuis déjà 6 ans sur le développement et la préparation. Et puis il y a Marine Robert-Mérigot, qui est notre directrice de production et productrice exécutive sur Toby, et qui nous accompagne aussi pour toute le passage de la théorie à la réalité et, sur ce dessin animé. Qui donc, je voyais que Tibet Tatum, c'est 52 x 13. Nous, Toby Lollness, c'est 13 x 52. Et ce serait intéressant de parler. Ça a l'air d'être pareil. Au bout du compte, c'est le même nombre de minutes d'animation, mais c'est pas du tout le même process, je pense. Voilà. Tout à fait. Michael ?
Ouais, bonjour, moi je m'appelle Mickaël Sans-Laville. Bonjour. Je suis auteur de BD. J'ai une formation d'animateur, donc j'ai travaillé pendant un petit temps dans les studios d'animation et depuis j'ai toujours fait un petit peu de BD à côté. Depuis 2012, j'ai commencé à faire de la BD à plein temps, notamment sur le projet Last Man, qui a été avec Bastien Vives et Balak, et qui a été décliné en série animée. Et ce projet nous a pris bien 7 ans, donc ça a été une bonne tirée. Et depuis, je travaille sur des projets plus personnels, à la fois pour la jeunesse et pour les adultes. Donc voilà. Ok. Flora? Oui, bonjour, je suis donc Flora Grimaldi et je suis scénariste de bande dessinée. Je fais aussi de l'illustration et je suis aussi coloriste parfois. Et donc sur Tibet Tattoo en particulier, j'ai fait le scénario et la couleur. Et puis donc j'ai participé à l'adaptation en série télé pour le dessin animé. Ok. Et Bannister. On ne t'entend pas, ton micro il est muté. Excusez-moi. Bonjour, donc moi je suis Nicolas Bannister, je suis le dessinateur de Tibet Tattoo, donc on a fait ça avec Flora. On a fait 5 tomes, on a travaillé dessus depuis 2011. Et moi j'ai fait de la bande dessinée depuis 2002 et j'ai arrêté d'en faire en 2019 pour passer à l'animation. Donc depuis, je fais du concept design pour l'animation, que ce soit de la série télé ou du film. Ok, super. Alors, merci beaucoup pour ce premier tour de table. Alors, la première question de cette table ronde va se porter sur le choix de l'œuvre, c'est-à-dire que comment on choisit une œuvre à adapter, plus spécifiquement, comment s'est passé pour chacun le choix d'adapter l'œuvre jeunesse qu'on a mentionné en dessin animé. Delphine, est-ce que tu veux démarrer? Ouais, surtout que j'ai l'impression que je suis la seule productrice autour de cette table pour l'instant. Et en plus, voilà, je suis une productrice qui choisit ses projets. Il y a des producteurs qui accueillent les projets que les gens leur apportent. Et moi, typiquement, j'ai décidé d'adapter To Be Loneless. C'est une très longue histoire que je vais faire courte. En gros, moi, j'ai rencontré Timothée d'abord comme lectrice. Donc, j'ai lu To Be Loneless quand le bouquin est sorti. Et c'est un livre qui m'a marqué à vie, je pense vraiment. J'étais déjà adulte. Je savais pas que j'allais faire de la production. Je savais pas que j'allais travailler dans le dessin animé. À l'époque, j'étais encore journaliste dans la presse pour enfants, dans une revue qui s'appelle J'aime lire. Donc vraiment, je l'ai découvert en n'ayant aucune idée, aucune ambition là-dessus. Et puis quand je suis rentrée dans le monde de l'animation en 2008, je voyais beaucoup de producteurs qui cherchaient des projets. Et moi, je leur offrais tout le temps To Be Loneless, Van Gogh. Je leur offrais les livres de Timothée de Fombelle en leur disant, mais si vous cherchez des œuvres, il y a ça qui existe. Et la plupart des producteurs, et je pense bien sûr à Didier Brunner, avec qui j'en ai plus parlé qu'avec les autres, il m'a dit non mais t'es complètement folle en fait, on peut pas faire ça en dessin animé, c'est trop gros, c'est trop long, c'est trop grand. Il voyait pas, à moins d'en faire un long métrage peut-être. Donc le temps a passé, 2008, nanana. J'ai continué, j'ai écrit Les Grandes Vacances, qui était justement un projet de série feuilletonnant. Et dans cette démarche où moi je savais pas écrire ça, j'avais jamais fait ça de ma vie. Il y a un moment où je me suis dit, si je veux pouvoir écrire quelque chose de long et qui soit chouette, ce serait génial que Timothée de Fombelle vienne avec moi. Donc, je lui ai demandé de venir m'aider sur Les Grandes Vacances, qu'il a fait. Et pendant un mois, il est venu bosser avec moi sur les arches et sur quelque chose peut-être d'une manière de romancer et surtout d'intriquer les histoires les unes dans les autres. Et puis, on est restés copains. Et donc, en 2015, quand lui, il a récupéré les droits de To Be Loneless et que moi, j'étais devenue productrice depuis 3 ans, je me suis mise dans les rangs auprès de Gallimard pour prendre les droits de To Be Loneless. Et ça, c'est... Pourquoi? Alors, pourquoi? Parce que quand je suis devenue productrice, je me suis rendu compte que ça donnait un pouvoir d'amplification et de distribution des choses qu'on aime bien.
Et donc l'envie que j'avais vraiment autour de Toby Loneless, c'était de me dire, quitte à passer beaucoup d'énergie, beaucoup de temps dans quelque chose, une œuvre comme celle-là, elle a vraiment du sens pour moi. C'est-à-dire ça, je me disais, si je peux faire que de plus en plus de monde soit au courant que cette œuvre existe, alors c'est super. Donc moi, il y a ça qui m'a guidée. Et à l'époque, c'était même plus mon plaisir de lectrice que le message. Je pense que c'est en me penchant dessus que j'ai compris qu'il y avait un message massif et très contemporain. Mais sur le coup, c'était vraiment un plaisir de lectrice que je voulais partager avec encore plus de monde. D'accord, super intéressant. Ok. Mickaël, ça s'est passé comment, toi, la décision? Tu sais un petit peu? Papa producteur. En fait, la décision, si vous voulez, quand on a commencé la semaine, en fait, Balak et moi, on venait des studios d'anime. Bastien, il était dans la BD. Et en fait, cette décision, en fait, elle est venue de l'envie d'adapter l'univers, plus parce que dans le paysage audiovisuel français, il n'y avait pas tant de séries ado-adultes, quoi. Il y avait beaucoup de séries. Ouais, c'est ce que j'allais dire, le marché ado-adulte, il est assez timide, effectivement, en France. Et du coup, c'était un peu la blague, hein. Au début, on n'y croyait pas du tout. Enfin, moi, pas une seconde, je me suis dit, tiens, ça va pouvoir se faire. Et en fait, il se trouve que Bastien, il avait réalisé, il y a une boîte de prod, Everybody on Deck, avec le producteur Didier Crest, qui avait réalisé le film Paulina d'après sa bande dessinée. Et en gros, on avait ce contact et très rapidement, en fait, on s'est rendu compte que lui avait cette envie, nous, on avait cette envie de proposer cet univers comme pour justement présenter quelque chose de différent que des séries spécialement à destination des petits, des enfants. Et du coup, ça s'est fait comme ça, vraiment très rapidement, ça s'est mis en place. Et très honnêtement, Balak et moi, on n'y croyait pas beaucoup au début, quoi. Parce qu'on connaît un peu les conditions dans lesquelles se font les séries aujourd'hui, conditions économiques en particulier. Bref, je m'étalerai un petit peu plus tard là-dessus, mais on n'y croyait pas vraiment. Et puis finalement, alors qu'on était en train d'écrire la série BD, le démarrage de la série animée s'est fait, quoi. Ok. Et vous, Nicolas et Flora, comment ça s'est décidé, ce projet? En fait, c'est notre éditeur, l'éditeur de la bande dessinée de Tibetatum, donc Jean-Claude Camano. À l'époque où on venait de terminer le premier tome, il a immédiatement été le présenter de lui-même à des producteurs qu'il connaissait, avec qui il avait pu déjà travailler sur l'adaptation de Lou. Et donc c'était Goen Productions. En fait, il leur a donc immédiatement montré notre album qui venait juste de sortir. Et en fait, a priori, ils ont eu un coup de cœur dessus. Donc du coup, ils ont immédiatement voulu nous rencontrer. Et c'est comme ça ça doit être le premier festival de bande dessinée qu'on a fait pour aller dédicacer Tibetatum, qui était le salon du livre de jeunesse de Paris à Montreuil. En fait, on avait déjà les producteurs de chez Goen qui ont demandé à nous rencontrer, et donc on a rencontré là-bas sur place, et qui voulaient donc déjà adapter, qui avaient déjà, on va dire que c'était vraiment le tout début du projet, mais ils avaient déjà leur idée de l'adapter précisément en série télé. Et puis après, on a été contacté par d'autres maisons de production par la suite. Et puis, puisque donc ça prend toujours du temps, la réalisation d'un tel projet. Et en fait, on va dire, nos producteurs ont eu un coup de cœur sur notre série et sur notre bande dessinée. Et nous, on a eu plutôt un coup de cœur sur les producteurs en question, parce qu'après, on a eu beau en rencontrer d'autres, ils ne nous ont pas du tout plu autant que Cohen. Donc le projet de l'adaptation finit par se faire avec eux. Ok, très bien. Donc vous l'avez vu, là, il y a plusieurs profils autour de cette table. Tu l'as très bien dit, Delphine, une productrice, autrice et auteur. J'avais envie de vous demander quels sont, selon vos différents points de vue, les étapes d'adaptation d'une œuvre. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a choisi l'œuvre, comment mettre en pratique l'adaptation. Alors j'avais pensé à en parler avec vous, Nico et Flora, le processus lorsqu'on est soi-même dessinateur et scénariste de la BD que l'on adapte. Eh ben, je vais commencer, et puis Flo prendra le relais sur le. Moi, je vais parler que du
que du visuel, que du dessin, en fait. Oui, oui, tout à fait. On peut parler chacun de votre point de vue, c'est Ouais. justement ça qui est intéressant. Ouais. Parce que moi, je me suis déjà occupé on a commencé par faire la Bible. Tout de suite, on a fait un dossier avec et la Bible pour la chaîne de télé qui allait coproduire, donc TF1, et puis les coproducteurs. Et puis, Et où là, il a fallu retravailler tous les personnages pour que ce soit, comment dire, pour répondre aux demandes des coproducteurs, grosso modo. Par exemple, ils voulaient agrandir la taille des personnages, donc on les a fait un petit peu plus grands. On avait des Allemands qui voulaient pas qu'on voit les nombrils des personnages pour des raisons culturelles, D'accord. donc on les a cachés. Il a fallu que je trouve un système de ceinture, tout ça. Et ensuite, au niveau de l'écriture, sont arrivés de nouveaux personnages. Et donc, il a fallu designer tous ces nouveaux personnages. Et ensuite, suite à ça, donc moi, j'ai juste designé des personnages comme ça, mais ils ont embauché une character designer qui s'appelle Perrine Rogier, qui a adapté tout ça pour que ce soit bien clean, bien propre pour l'animation derrière. Donc, elle a tout mis au propre avec du Cara Design technique, parce que l'animation se faisait aux Philippines. Il fallait que ce soit très très clean pour que les comprenne bien comment les personnages devaient être animés. Juste, je précise, le car design, c'est les personnages. Pardon, ouais, le ceux design qui se des posaient la personnages. question. Ouais, c'est le design des personnages. Et puis voilà quoi. Donc ça s'est fait comme ça. Et puis, mais ça c'était de la pré-prod. Donc c'est de la pré-production, c'est-à-dire que c'est avant qu'on rentre en production. Et moi, mon boulot s'est terminé quasi là. Et je suis revenu quelques fois pendant la production, pendant les 2-3 années suivantes, dans les studios à Paris pour quelques jours pour faire des designs additionnels pour des nouveaux animaux, pour des choses comme ça, des props. Les props, c'est tous les objets qui vont être animés dans la série, quoi. Donc, par exemple, une chaise, une table, un verre, une feuille qui tombe d'un arbre ou des choses comme ça. Et donc, je suis revenu pour faire ces designs additionnels. Et tout le long de la production, par contre, moi, j'ai supervisé les props aussi, qui étaient faits par les personnes en charge de ça dans la société de prod, parce qu'il fallait tenir bien carré la direction artistique qu'on avait choisie, qui était zéro anachronisme sur l'époque. Donc, comme ça se passe à la préhistoire, et ben, par exemple, on n'avait pas le droit de faire des chaises avec des dossiers. Donc, à chaque fois que quelqu'un dessinait une chaise avec un dossier, ben, on disait non, tu enlèves le dossier et puis on fait un tabouret ou un truc comme ça, où il s'assoit sur une pierre ou quelque chose dans ce goût-là. Donc, il a fallu tenir ça pendant quelques années, et c'était assez intéressant. Donc ça, c'était mon boulot sur l'adaptation graphique. Ok. Flora, je pense qu'on va aussi... Tu veux compléter ou... Alors, en fait, je pense que pour chaque adaptation d'œuvre, c'est vraiment très différent, notamment justement selon les intentions des producteurs ou du réalisateur, suivant à quel moment ces personnes s'impliquent dans le projet. Et en fait, les producteurs de la série télé de Tibet Tatum, Goen Productions, eux, ils ont vraiment voulu... leur point de départ, c'était d'essayer de respecter notre série le plus possible. Donc en fait, ils n'avaient pas de. Alors que parfois, c'est un réalisateur qui arrive avec son intention d'adapter une œuvre et qui a déjà une vision de comment il veut la transformer et comment il la voit lui au final, en quelque sorte. Alors que nous, nos producteurs avaient un esprit très ouvert et ils cherchaient vraiment notre collaboration le plus possible et à essayer de rester le plus près de l'œuvre. Alors à côté de ça, évidemment, il y avait quand même plein d'impératifs de production et notamment les envies des différentes chaînes qui étaient coproductrices de l'œuvre. Et du coup, il fallait essayer de naviguer entre garder le plus possible de notre bande dessinée et en même temps donc aller vers cet objet différent qu'allait être une série télé de plusieurs épisodes, puisque malheureusement, contrairement à Toby Lowness, ce qui va être fait dessus, qui est très chouette, c'est que Toby Lowness donc, est feuilletonnant, c'est-à-dire qu'il y a l'histoire se suit, alors que nous, il était clair du départ qu'on ne pourrait pas faire ça dans les épisodes et que ce serait une série où chaque épisode serait indépendant et il y aura une petite histoire complète. Dans notre bande dessinée, dans l'histoire, j'avais découpé l'histoire en petits gags, en
petites blagues, mais en fait, il y a quand même un fil conducteur et au fur et à mesure, on voit les personnages qui grandissent, on les voit qui évoluent ensemble, qui tissent des liens, etc. Et donc tout ça, malheureusement, c'était pas possible dans la série télé, donc il a fallu partir avec cette idée-là du départ. C'était une concession à faire pour que ce soit adapté sous ce format-là. Et donc, du coup, il a fallu réorienter, on va dire, un peu l'histoire pour qu'elle soit plus vers déjà par rapport au comment dire pour qu'elle s'adresse à des enfants un peu plus âgés que ceux qu'on avait ciblés nous avec ciblés. C'est un bien grand mot avec notre bande dessinée. En fait, quand moi j'écris une bande dessinée, je cible pas précisément un âge. J'aime bien dire même que j'essaye un maximum de faire des histoires pour toute la famille. Mais donc, comme souvent les lecteurs s'identifient aux héros, on va dire que Tibet Tatum, c'était plutôt pour les petits-enfants, mais avec des blagues glissées derrière pour les adultes. Il y a plusieurs niveaux de lecture, et ça peut être lu par un peu n'importe qui a envie de se détendre et lire quelque chose de mignon et de gentil, un petit peu émouvant. Et là, pour la série télé, il fallait plus recentrer sur les enfants, on va dire, vers 9 ans et plus ciblé, faire plus d'aventures, par exemple. Il y avait moins il fallait que pour chaque épisode, il y ait une aventure. Donc, du coup, ça a demandé des adaptations au niveau, effectivement, du nombre de personnages, c'est-à-dire d'agrandir le nombre d'enfants pour qu'il puisse y avoir plus d'interactions. Et effectivement, on ne pouvait pas, malheureusement, faire un épisode où Tibet Tatum serait tout seul toute une journée. Puisque c'est le genre de choses que nous, on aurait fait avec plaisir dans la BD, qui arrive d'ailleurs même souvent. Mais là, pour la série télé, il fallait vraiment que ce soit des aventures et beaucoup d'interactions entre les personnages. Ok. Du côté de Lasman, alors donc là, ce que je disais là en début, c'est Rappelle-moi la question parce que on disait que l'écriture donc était de la BD était en même temps que la série. Et comment ça s'organisait entre les personnes concernées du coup? Est-ce que tu sais d'ailleurs ça? Ouais, moi c'est pareil que Nicolas. Moi, je donne un point de vue dessinateur parce que comme je le disais en intro, moi on dessinait les pages pendant que la série est partie en écriture, quoi. Alors certes, Balak était là-bas Balak, il faisait un peu le garde-fou, quoi. Justement, la série, elle a été réalisée par Jérémy Perrin. C'était notre seule condition en fait pour qu'elle se fasse, parce qu'on savait que Jérémy, il avait les capacités pour tenir un dessin un petit peu réaliste comme ça et s'entourer de gens qui pourraient animer des personnages avec un style un petit peu anime japonaise, on va dire, et être capable de faire de la qualité avec, on le sait, des budgets très très réduits, quoi. Donc c'est vous qui avez choisi le réalisateur du coup? Ouais, en fait, c'était vraiment la condition sine qua non, quoi. Et comme il connaissait le producteur, tout ce petit monde se connaissait, on les connaissait, c'était un peu des amis qu'on a appris à connaître en cours de route. Et en fait, c'est vraiment ça qui a fait le terreau de la série, quoi. Et très rapidement, ils sont partis en écriture. Et en fait, ce qu'il faut que je précise un petit peu, c'est que la série Last Man, c'est pas une adaptation en fait de la bande dessinée. Non. Et c'est justement, c'est ça qui est intéressant. Et on a pas mal parlé quand ça se faisait de projets transmédia, tout ça, quoi. En fait, l'idée, c'est que comme on a eu Jérémy Perrin, comme il a accepté de le faire et qu'on était tellement fan de son boulot, en fait, on s'est dit, mais on va pas lui donner bêtement la BD à adapter comme ça se fait souvent. Et enfin, je veux dire, c'est pas, c'est très bien, mais du coup, on s'est dit, vu qu'on connaît son univers, il a forcément quelque chose à dire et qu'en plus, cet univers lui plaît, ce délire-là un peu adulte, un peu rétro, ce ton un peu la punchline à tous les niveaux, un peu crade, un peu. On s'est dit, vas-y franchement et propose-nous quelque chose qui te corresponde à toi. Et en fait, rapidement, avec les scénaristes, notamment Laurent Serfati et Balak, et d'autres qui se sont greffés après, en fait, ils ont mis en place tout un univers. Et ce qui a été vraiment cool pour nous, c'est qu'ils se sont mis à écrire tellement qu'ils nous ont donné beaucoup d'idées, alors qu'on était aussi en train d'écrire la BD et ils nous ont fait prendre des virages qu'on n'aurait jamais imaginé prendre au début quand on a lancé la série, quoi.
Comme quoi, par exemple? Bah, comme le personnage de Christo, par exemple, pour ceux Très qui bien. On va en connaissent. parler après, alors. On va en parler un petit peu après, d'accord, ok. Ok. Et côté Toby Lollness, alors vous êtes en développement et recherche de financement. À quelle étape vous en êtes aujourd'hui? Je vais aussi laisser parler un peu mes deux Oui. collègues parce que qu'est-ce que j'ai entendu là qui était intéressant? Les étapes de base, quelles qu'elles soient, d'abord, c'est de convaincre un diffuseur. Là, je parle du truc de producteur avant que ça commence à pouvoir passer dans les mains des graphistes et des scénaristes. Mais d'abord, il faut convaincre un diffuseur, ce qui nous permet après d'aller chercher de l'argent auprès des régions, du CNC, etc. Donc, il y a toute une phase comme ça. Et sur Toby Lollness, par rapport aux deux autres projets dont on parle là, nous, on a dû créer l'univers de Toby Lollness parce que assez vite, on a décidé qu'on adapterait l'histoire, mais on ne prendrait pas les dessins de François Place qui avait fait les illustrations du livre. Donc ça a été aussi tout un travail parce que il faut qu'on trouve les gens qui vont pouvoir donner corps à l'univers et puis faire valider ça par nos partenaires. Donc ça s'est fait vraiment en 2 temps. Dans un premier temps, on a rencontré Sei Riondé et Gabriel Jolimonge avec qui on a fait un premier pilote et puis ça s'est pas super bien passé et nous on a décidé d'arrêter de travailler avec eux pour se tourner vers un autre couple d'illustrateurs graphistes qui s'appelle les Carrascoët, à qui on a confié plus tard de tout recommencer à zéro, sachant que Toby Lollness, c'est un univers complètement ouf, puisqu'on est dans un chêne du début à la fin. Pendant les 11 heures de programme, on va être dans un chêne avec des humains qui font 1,5 mm de haut. Et donc, l'invention de cet univers-là, ça a été passionnant, puisque tout d'un coup, il a fallu qu'on se pose la question de comment on voit le monde quand on fait 1,5 mm, qu'on vit dans un chêne pratiquement à la verticale, avec quelques niveaux d'horizontalité. C'est quoi la relation aux saisons, à l'eau, au temps, à la bouffe, aux autres, à l'univers, à l'extérieur. Et on était très clair sur le fait qu'il n'y avait aucun autre humain, aucun autre arbre. Donc la métaphore sur notre univers, elle est assez complète. Et en même temps, c'est une société pré-industrielle. Donc toutes ces questions-là, là aujourd'hui, il n'y a personne du monde du graphisme là autour de cette table pour en parler. Mais enfin, ça a été des heures et des heures de discussion. Et puis, il a fallu créer cet univers. Alors les Carrascoët, ils étaient comme des fous parce que d'abord, ils adorent cette œuvre. Et puis, ils adorent dessiner la nature. Après, je laisserai Marine parler de comment on récupère un univers aussi puissant, riche et fin et aquarellé que celui des Carrascoët et comment on peut en faire une série de 13 épisodes de 52 minutes. Et ça c'est quelque chose qui est très compliqué. On est vraiment en train de transformer toutes ces recherches-là pour les rendre possibles en animation. Et après, je vais laisser la parole à Anne-Claire sur les étapes sur l'adaptation d'une œuvre qui sont après les négociations avec les éditeurs et patati et patata. Moi, la façon dont Timothée m'a confié son bateau, ça a été de dire, écoute, moi j'ai créé Toby Lollness, je pense qu'il a eu une très belle vie en livre, puisque c'est un livre qui a été vendu à plus d'1 million d'exemplaires. C'est très rare pour les livres. Ça a été traduit dans 40 langues, je crois, et tout ça. Je ne le savais même pas quand je me suis intéressée à tout ça. Et il m'a dit, écoute, moi, je pense que j'ai créé cette œuvre. Elle a une très belle vie. Je pouvais pas faire mieux, sachant que c'était son premier roman de sa vie en plus. Et il m'a dit, si tu arrives à faire un truc mieux, franchement, vas-y, quoi. Mais en me donnant toute sa confiance et en disant, moi, je suis avec vous, j'ai confiance en toi, parce qu'il avait vu les grandes vacances et tout ça. Donc, il m'a mis une grande confiance et donc une grande responsabilité. Et assez vite, avec France Télévisions, il a été décidé que cette œuvre, qui est un enchâssement de flashback, allait devoir être racontée chronologiquement. Et donc maintenant, c'est à Anne-Claire de parler. Puis après, on écoutera Marine sur la réalité de comment on prend des dessins d'illustrateurs pour en faire un dessin animé de 11 heures qui tiennent dans les clous du budget et tout. C'est la folie. Oui, bonjour, je me unmute. Et donc voilà, donc Toby Lollness, c'est une œuvre littéraire, donc c'est un roman par rapport aux deux autres œuvres ici, qui sont des bandes dessinées. C'est un roman qui fait en 2 tomes de 800 pages et qui est raconté d'une manière totalement déconstruite en termes de chronologie.
en fait, on se balade partout, dans tous les décors, enfin, dans tous les lieux et on est dans le passé, dans le présent, dans le futur, et cetera. Donc, le premier boulot qu'on a dû faire pour raconter cette histoire, c'est on a écrit un résumé d'une vingtaine ou d'une trentaine de pages où on a re-raconté l'histoire dans l'ordre. Donc ça, c'était obligé puisqu'on savait qu'on n'allait pas raconter l'histoire dans le même ordre que le roman, dans la mesure où on allait s'adresser à des enfants, enfin, un public familial, mais qu'il fallait que ça soit compréhensible par des enfants de 6 ans. Donc ça, c'était le premier travail qu'on a fait. Le deuxième, ça a été de faire en fait, alors je vais parler avec des mots savants, mais une exégèse, parce que c'est un livre, enfin c'est une œuvre très très littéraire avec des niveaux de narration complexes. Donc il y a des niveaux symboliques et voilà, et plus la trame du sauveur, enfin la trame du héros sauveur, plus son histoire à lui. Enfin, l'histoire normale, quoi. Donc, du coup, on a fait un travail d'analyse de l'œuvre qui pèse à peu près 200 pages en plus de la Bible littéraire, où on a analysé tous les personnages. Voilà, comme si on faisait un commentaire de texte, mais sur 800 pages, pour aller creuser au fond des personnages et comprendre profondément leur fonctionnement symbolique. C'était le deuxième gros boulot. Et le troisième travail qu'on a fait, c'est l'arche narrative. Comme c'est une œuvre feuilletonnante, en fait, une fois qu'on avait fait tout ça, qu'on savait ce qu'on voulait raconter, il fallait savoir, qu'est-ce qu'on allait raconter dans chaque épisode, comment on allait dérouler l'histoire, épisode par épisode. Ce qui est, je pense, vraiment un travail principal quand on fait une série feuilletonnante. Ça a pris combien de temps de faire tout ça? Je sais plus, j'ai oublié, Des je sais années? pas. Combien d'années? 4, OK. Ah, 5? Voilà. 5, 4 et demi, OK. visiblement. Ouais, OK. ça a pris un paquet d'années, mais en fait, c'est que du plaisir, donc c'est passionnant, donc moi, ça me va, hein. Voilà. OK. Marine, tu veux compléter tout ce qu'on est en train de se raconter? Oui, bonjour. Donc moi, je suis arrivée sur Toby en janvier 2019 pour faire une analyse du budget. À ce moment-là, il y avait déjà un premier animatique qui a été fait. Donc un animatique, c'est un peu comme une bande dessinée montée avec des voix qui donnent un peu la première trame du dessin animé en noir et blanc qui raconte, voilà, on raconte l'histoire, on a déjà un rythme et donc ma première analyse était ok, comment on fait pour produire ça, sachant qu'on a 13 épisodes à faire et que juste cet animatique comme il est prend à peu près, je sais pas moi, un tiers de l'enveloppe budgétaire qu'on avait. Donc voilà, moi je me suis posé ces questions-là. Donc il y a eu ce premier travail qui a été fait par Delphine, Anne-Claire et des storyboarders, des réalisateurs qui ont travaillé sur ce projet. Et après, on s'est posé la question vraiment de comment on fabrique ces 11 heures avec un budget qui s'approche de 10 millions d'euros sur Toby Loneless pour faire 11 heures. Donc comme ça, en ratio, ça donne un peu moins de 15 000 euros la minute, sachant que sur un long métrage, par exemple, Ernest et Célestine, qui fait 80 minutes, on a 8 millions d'euros, donc on est à 100 000 euros la minute. Voilà, donc on doit faire des prouesses économiques sur ce genre de projet. Et donc voilà, mon boulot, c'est ça, c'est de dire, ok, comment on fait pour rentrer les ronds dans les carrés avec toutes les ambitions de cette œuvre que bien sûr j'ai lue, qui m'a passionnée. Je me suis dit à chaque paragraphe, chaque chapitre, je faisais des crises d'angoisse presque, tellement c'était énorme tout ce qu'il fallait retranscrire. Et donc moi j'ai très rapidement communiqué avec Anne-Claire, Delphine et les réalisateurs là-dessus pour voilà, le nombre de personnages. Il y a 100 personnages. Comment on fabrique 100 personnages? Il y a énormément de personnages à l'écran. Il y a des personnages qui grandissent, qui évoluent. Donc voilà, il y a des choix aussi sur la temporalité de la série qui ont été faits. Et puis après, au niveau du design, donc les recherches graphiques qui étaient proposées par les Kerasquat, c'était magnifique. C'est de l'aquarelle, mais on a 10 000 décors à faire. Donc un décor des Kerasquat qui est fait sur aquarelle. Alors
si alors Sébastien qui les fait très rapidement parce que voilà, pour lui, ça fait partie de lui, donc c'est facile à reproduire, mais pour quelqu'un d'autre, c'est beaucoup plus compliqué. Donc d'abord, on a essayé de faire comme ça, de faire dessiner de personnes d'aquarelle, et puis bon, les quotas de production étaient loin d'être atteints. En gros, en suivant le design des Carasquat, s'il faisait tout seul, Sébastien, il fallait vivre 28 ans pour avoir les décors de la série. Et comme on espère livrer pour fin 2023, on n'a pas 28 ans. Voilà. Donc, on a changé les choses et on a adapté, on a simplifié, on a fait appel à des personnes qui travaillent l'aquarelle sur ordinateur, qui ont l'habitude de travailler sur des séries et sur des films pour pouvoir trouver. En fait, voilà, on a cherché cet équilibre entre la série et le long métrage, toutes les ambitions, qu'est-ce qui est important, la lumière, les saisons, etc. Donc, c'est là-dessus qu'on travaille en ce moment. On est encore en phase on commence tout juste la pré-production au niveau du design. Voilà, mais on a quand même l'écriture de la série n'est pas terminée. Là, on est vraiment en cours et notre objectif, c'est de tout livrer avant la fin de l'année 2023. Voilà, donc le temps court très très rapidement pour nous et chaque jour de travail et voilà, c'est un peu un challenge et voilà, donc on essaie de tenir le rythme et on est une vingtaine à travailler sur la série. L'animation va commencer en janvier, notamment pour une équipe qui sera à Annecy. Voilà, donc on veut tout fabriquer en France. À Caribara, Annecy. Et donc, nous, on souhaite tout fabriquer en France. C'était l'objectif de Toby, ce qui est, financièrement, c'est quand même un coût qui est différent des séries qui ont été faites il y a quelques années. Enfin, moi, j'avais beaucoup travaillé avec l'Asie auparavant, donc on n'est pas du tout sur les mêmes coûts, donc pas sur les mêmes contraintes. Et voilà, et on va travailler aussi avec d'autres régions, parce que les régions aident, donc il y aura Angoulême, on va travailler un peu avec la Belgique. Donc voilà, c'est pas tout à fait la France, mais ça permet de monter le budget. Voilà. Voilà un petit peu l'ampleur du projet. Vous m'entendez? Parce que moi, tout le monde est frisé. On t'entend? Oui, on t'entend. Et Marine, retourne au travail alors? Non, mais c'est un peu la folie. Oui, on t'entend. Oui, on t'entend. Non, moi, je vous entends pas. Ah, ouais, non, mais moi, ça frise depuis tout à l'heure. J'attends que ça se calme. Bougez pour voir. De fans, c'est les milliards de fans. Ouais, ça va à peu près. C'est le gros argent, ça fait peur. T'as bloqué YouTube? Ah ouais. J'ai bloqué YouTube. Alors, d'un point de vue un petit peu plus contenu, comment, en tant qu'auteur ou autrice qui adapte, alors ne pas trahir l'œuvre originale. Donc évidemment, c'est un gros mot, c'est puissant le mot trahison. Et comment y rester fidèle aussi, bien évidemment. Je pense surtout, pas surtout, mais quand j'ai écrit cette question, je pense à Toby Lowness. On parlera évidemment des autres projets, hein. Et parce que depuis 2006, la société a quand même bien évolué. Je pense à la légalisation du mariage homosexuel, le mouvement MeToo de 2017. Voilà, je ne sais pas si c'est un sujet que vous avez développé avec Timothée, Anne-Claire. Raconte. En fait, on peut. Alors, concernant le mariage homosexuel, peut-être que Delphine peut en parler mieux que moi. Mais pour l'anecdote, quand on a commencé Toby, on s'est retrouvés au salon du livre jeunesse à Montreuil devant un parterre de fans et on était terrifiés. De fans de Toby Lowness, évidemment, et on s'est dit, ils vont nous taper dessus. Voilà. Alors, je pense que pour cette question je vais laisser à Delphine et Marine la question de la réactualisation de certains thèmes dans Toby Lowness, parce que sachant que c'est une œuvre qui a été écrite en 2006 par un auteur qui est chrétien, et que voilà, même la chrétienté a beaucoup évolué en 15 ans. Et moi, c'est plus quelque chose de technique, puisque je suis scénariste. Et donc, on peut pas raconter une œuvre littéraire de la même manière, même si on l'aime beaucoup. En fait, les techniques narratives en littéraire et en dramaturgie et en série ne sont pas les mêmes. Voilà. Ça, donc, on est obligé d'une manière ou d'une autre, même si on veut raconter la même chose, de le raconter autrement.
Et il y a quelque chose que je voulais dire aussi qui a été quelque chose de très important au début de la série, c'est que voilà, on aimait tous énormément le livre. Donc ça, c'était quelque chose qu'on avait en commun, mais qu'il n'y a pas de critères de fidélité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire bon, bah, alors, si tu fais ça, tu es fidèle au livre, et si tu fais ça, tu n'es pas fidèle au livre. Il n'y a pas de critères objectifs. Et du coup, en fait, il n'y a pas de manière de définir ce qui est Toby Lolness et ce qui n'est pas Toby Lolness. Mais par contre, moi, Delphine, Sébastien Desquerascoët et aussi Camille Elvis, c'est quelque chose qu'on avait en commun. On sentait très fort quand on était juste, quand ça sonnait juste ce qu'on racontait et quand ça sonnait faux. Mais on ne peut pas l'expliquer par des critères objectifs, mais ce qui a établi notre ligne de fidélité, c'était plutôt qu'on sentait qu'ensemble, on était d'accord que ça, c'était là quand on disait ça, même si des fois on racontait des choses qui n'étaient pas dans le roman, et ben même en inventant, on restait fidèle à l'œuvre. Voilà. Ok, J'ai fait court. c'est très bien. Et puis c'est très intéressant surtout. Delphine, du coup, tu veux compléter sur cette mise à jour de sociétale? Alors, sur la question sociétale, donc dans tout le flot de ce qu'on gérait pour rendre hommage à cette œuvre, ne pas décevoir Timothée de Fombelle, ne pas nous décevoir nous-mêmes, et puis ultimement ne pas décevoir les puristes dont on sait qu'on va devoir leur rendre des comptes sur beaucoup de choses. Il y a eu des moments géniaux où on a pu discuter avec Timothée déjà de tout ce qu'il n'avait pas mis dans son œuvre et de là où il nous avait floué, de là où il nous avait baladé. Parce que il est très très conscient de ça. Il est très conscient de l'art, de l'écriture littéraire où il peut nous embrouiller sur des trucs. Je vous donne juste un exemple parce que c'est vrai que c'est pas facile à apprendre. Dans Toby Lolness, il y a un truc hyper important, c'est donc l'histoire de ce gamin qui a un père scientifique qui a réussi à donner vie à un jouet, à son jouet, et lui, il l'a fait pour montrer à son gamin que l'arbre était vivant. Donc, il a animé un jouet avec la sève de l'arbre. Et donc, évidemment, ça attire des convoitises. Et puis, il est exilé, condamné à mort à cause du fait que le papa de Toby ne veut pas partager cette découverte. Et ce cœur de Balaïna, c'est un truc dans le roman que les gens cherchent, et puis ils ne le cherchent plus. Et puis ce cœur de Balaïna, il est aussi supplanté à l'intérieur de l'œuvre par l'histoire d'une pierre qui a une valeur énorme et qui appartiendrait à la grand-mère de Toby Lolness et qui est presque l'objet de convoitise qui a le plus dans le roman. Et il y a un moment où on s'est rendu compte que si on continuait à respecter ce que Timothée avait écrit entre le cœur de Balaïna, qui est un objet hyper important, et puis la pierre de l'arbre, qui est donc la seule pierre qu'il y a dans tout l'arbre, qui n'a pas de valeur et que tout le monde veut, c'était un truc ingérable en termes de poursuite d'objectifs de notre héros, etc., etc. Donc il y a un moment, nous, on a dû transiger là-dessus. Et Timothée, il était hyper d'accord. Il disait non, mais vous avez complètement raison. Moi, il n'a pas poursuivi ça. Et quand on lit le roman, je connais très peu de lecteurs qui aient dit à la sortie de la lecture de Toby, quand même, il exagère. Timothée, il nous fait toute une histoire avec un truc qu'on poursuit, et puis ce truc-là, au bout d'un moment, il disparaît carrément du roman. Et personne s'en rend compte. Donc, lui, il est hyper content parce qu'il dit que c'est comme ça qu'on floue les gens, puis c'est ça le grand art et le grand tour de passe-passe. Il y a d'autres histoires aussi, par exemple, des histoires de personnages qu'il n'a pas fini. Il y a des destins de personnages dans Toby qu'il ne pousse pas jusqu'au bout. Donc, nous, il y a un moment où on s'est retrouvé face à ces trucs-là. Donc, ça, c'est tout le boulot des scénaristes de devoir inventer les scènes qui n'existent pas, les ellipses. On a dû réécrire des trucs parce qu'au lieu de raconter cette histoire sur les 10 ans dans laquelle elle existe vraiment, on a réduit à 5 parce qu'on ne pouvait pas avoir autant de design de personnages qui grandissent. Enfin, pour des tas de raisons très pratiques, financières et pas que. Et puis, il y a un moment où il y a la première assistante réalisatrice qui a commencé à lire les scénars, qui est arrivée. Donc, nous, le process était comme vachement entamé sur l'écriture et tout. Puis, elle nous a dit, mais les gars, mais c'est pas possible, le regard des hommes. C'était notamment au moment de la première animatique sur le premier épisode où on se rendait compte que la caméra regardait la maman de Toby
comme un mec au cinéma, en remontant de bas en haut, avec un type qui regarde sa femme derrière une vitre. Et nous, Le male gaze, quoi. Et nous, on se disait, mais c'est super, il est hyper amoureux, il la regarde de derrière la fenêtre de son atelier, il est complètement, il est ébahi par la beauté de cette femme et tout ça. Et puis elle nous dit, non mais attendez, on n'en peut plus en fait de ce point de vue-là des hommes sur les femmes et la façon dont c'est filmé. C'est pas possible. Et là, elle a commencé à nous faire une analyse des premières animatiques où elle a soulevé tous les tics déjà de réalisation de nos 2 réalisateurs qui sont des mecs. Tout le reste de l'équipe, c'est des gonzesses pratiquement. Et tout d'un coup, elle nous a fait un petit topo assez carré, assez sévère, où on se disait oulala, 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 oulala. Et puis évidemment, après, on avait soulevé dans l'œuvre le fait que, par exemple, dans cette société de l'arbre, il y a beaucoup de bûcherons et beaucoup de chasseurs. Il n'y avait pas de chasseuse, il n'y avait pas de bûcheronne. On s'est rendu compte que l'héroïne, c'est la fille dont Toby est amoureux, elle passe énormément de temps à l'attendre quelque part dans l'arbre pendant que lui vit toutes ses aventures de sauveur. Et donc, il n'y a pas si longtemps que ça, on a tout repris en main, et le point de vue des réalisateurs, et le point de vue de la réalisation, et l'écriture des personnages, et on a commencé à dresser une liste de les personnages que Anne-Claire appelle les escargots sans coquille. Et on a commencé à regarder qu'est-ce qu'on avait comme personnage avec des identités troubles, avec des relations. On a aussi fait la chasse, par exemple, aux amitiés qui finissent tout le temps en histoire d'amour. Donc, par exemple, ça, c'est une décision qu'on a prise dans l'œuvre de dire qu'il y a une amitié très, très forte qui ne se transforme pas en histoire d'amour. On a un personnage dont on découvre que finalement, il doit être un peu drag queen. Il y a un personnage qui est pas du tout bien dans sa famille, mais il est accepté tel quel, et ils sont tous musiciens. Lui, il est autre chose, et on s'occupe de lui trouver une place. Et puis, dans les arbitrages, et puis tout ce qu'on a décidé de changer, on a aussi proposé à Timothée de créer un épisode qui n'existe pas dans le livre. C'est-à-dire que nous, on finit la série 52 minutes plus tard que le livre, en fait. C'est-à-dire qu'on a décidé qu'on allait prolonger l'histoire qui n'est pas dans le livre pour arriver à une conclusion avec laquelle il est d'accord. Mais pour l'instant, il nous laisse assez libre d'y aller. Et pareil, c'est très juste ce que dit Anne-Claire. Moi, j'ai découvert dans ce métier de productrice que l'art d'adapter quelque chose, c'était de le trahir en partie. Alors, il y a 1000 façons de trahir les choses. Et effectivement, c'est très compliqué de mettre des mots sur la façon dont on choisit les axes. Et que pour moi, en fait, on sent les choses physiquement. On sent physiquement, c'est quand on lit un scénario, le truc est juste ou pas juste. Après, tout notre boulot, c'est de mettre des mots dessus pour pouvoir transmettre nos impressions à ceux qui font, défont, refont. Mais voilà, j'espère que j'ai donné quelques exemples parlants. C'était très intéressant. Et s'il y a des questions, évidemment, n'hésitez pas. Hein, voilà. Juste un petit écho de ce que tu racontes, je recommande pour ce regard masculin là que tu décris, regard féminin, je crois d'ailleurs, d'Iris Bray, qui est super sur qui est aussi très intéressant pour les storyboarders, moi je trouve, pour justement ces mises en scène là qui filment les femmes, les hommes, par les femmes, par les hommes, etc., qui est super. Marine, je ne sais pas si tu veux compléter ce qu'a dit Delphine. Il faut enlever ton micro. Voilà. D'ailleurs, c'est intéressant, je rebondis sur les storyboarders et les storyboardeuses. Nous, on a la chance d'avoir une équipe de 2 storyboardeuses et 2 storyboarders. Et justement, on a alerté toute l'équipe quand on a eu ces discussions-là sur quelle représentation on voulait donner de la femme dans Toby, notamment. Enfin, est-ce que voilà, on a tous ouvert les yeux, les réalisateurs, les storyboarders et storyboardeuses. Et du coup, il y a cette discussion. On travaille d'ailleurs sur Toby Lulness sur. C'est pas un storyboarder par épisode, c'est les 4 storyboarders travaillent ensemble sur l'épisode et ils sont toujours. Enfin, il y a vraiment une continuité et on peut intervenir. Et donc, on a un peu cette vigilance commune à toutes et à tous pour essayer d'avoir une représentation qui reste voilà, vraiment ouverte. Et donc, c'est un travail qui est très intéressant sur cette série-là. Voilà. Donc, moi, je fais attention, en tout cas,
je travaille plus de la même manière qu'il y a quelques années, c'est-à-dire que vraiment Toby c'est un support de notre société, donc c'est hyper intéressant. Et qui est-ce qui fabrique aussi et comment on fait pour avoir une équipe mixte. Alors après, on a encore les minorités qui sont pas toutes représentées, c'est compliqué aussi parce que ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas voilà, déjà sur l'égalité homme-femme, la place des femmes, etc. Enfin c'est un vrai sujet qui est arrivé dans Toby et qui s'inscrit au sein de nos équipes et dans le récit qu'on partage. Ok, super. Je ne sais pas si vous voulez réagir à tout ce qu'il dit. Vas-y, Anne-Claire. Non, je voulais juste dire que là, l'arrivée de ces jeunes femmes dans l'équipe et de leur regard avait été un truc génial. Nous, ça faisait des années qu'on travaillait dessus. On avait un peu le nez dans le guidon. Et c'est vrai que en fait, leur regard en fait, nous a réveillé notre regard. Et je crois que je pourrais plus jamais écrire la même chose. Enfin, même moi, en tant qu'auteur, ça m'a changé ma manière d'écrire. Donc, c'était vraiment génial. Non, mais c'est vrai, hein, c'est vraiment génial. J'ai pris un coup de jeune. Grâce à vous. Ouais, si je peux faire une petite parenthèse par rapport à la semaine, en fait, ce que vous dites, c'est très intéressant. Et je voulais souligner le fait que, comme on a commencé à écrire le projet tous les trois avec Bastien et Balak, en fait, Balak, il a vraiment apporté quelque chose de particulier dans l'écriture qui fait que si ça avait été seulement Bastien et moi, ça aurait été une espèce de grosse série de gros beaufs à l'ancienne. Et en fait, Balak, il est très, très open sur ce genre de thématique. Ça l'affecte particulièrement et ça l'intéresse. Et je crois qu'il a insufflé ça derrière l'esprit gros beauf et que ça s'est senti un petit peu. Et ouais, je trouve que c'est très intéressant parce que finalement, c'est un travail d'équipe en fait. Alors que tout seul, on a les œillères, on est peut-être un petit peu trop la tête dans le guidon, quoi. Bah, c'est ce que dit Anne-Claire, c'est ça, c'est que c'est un regard en fait. C'est vraiment des points de vue différents. Je ne sais pas si Nicolas et Flora, vous avez envie de réagir à ce qui se dit là. Moi, je veux bien dire quelque chose. Oui. Ah oui, vas-y, on t'écoute. Du point de vue donc d'une autrice dont l'œuvre est adaptée, en fait, avec Bannisser, on était d'accord tous les deux là-dessus. D'ailleurs, on avait bien conscience du fait que l'adaptation de notre bande dessinée en série télé, ce serait une adaptation. Ça pouvait pas être la même chose. Donc, je sais qu'on a certains lecteurs et certaines lectrices qui auraient vraiment voulu que la série télé soit la retranscription exacte en animation de notre œuvre, mais bon, donc là, c'était pas possible. En tout cas, c'était pas le projet, c'était pas le but. Et du coup, donc on savait dès le départ qu'on serait obligé de faire des concessions. Donc, partant de ce principe-là, on va dire comment faire pour qu'on se sente le moins trahi possible, c'était de faire des choix sur les points qui nous tenaient le plus à cœur et qu'est-ce qu'on ne laisserait pas passer, en fait. C'est une très bonne question, ça. Comment tu sélectionnes, justement, quand tu es… Je ne sais pas, je pense. Évidemment, au niveau je suis tout à fait d'accord au niveau des idées, par exemple, comme le féminisme, c'est quelque chose… C'était assez délicat, d'ailleurs, sur Tibetatum, parce qu'en fait, dans la bande dessinée, j'avais mis les personnages féminins forts, qui pour moi véhiculaient vraiment des très bonnes images et qui m'intéressaient. C'était des adultes en fait. C'était la mère de Tib et encore plus la tailleuse de pierre qui débarque et qui s'appelle Marena. Et malheureusement, les adultes ont été un peu écartés pour l'adaptation en série télé qui s'est recentrée plutôt sur les enfants. Donc du coup, justement, ça allait manquer. Il y avait un peu trop de garçons. Et heureusement, j'allais dire, la chaîne de télé coproductrice principale TF1, justement, il tenait vraiment beaucoup à ce que les femmes repartagent autant prennent autant du temps que les hommes, que les garçons dans notre histoire. Et du coup, ils ont beaucoup insisté sur la mise en avant des personnages féminins enfants et sur le fait qu'il fallait qu'on recrée notamment plus de personnages, qu'on rajoute une autre fille, par exemple. Et il faisait il s'assurait à chaque épisode que les filles avaient aussi bien leur rôle à jouer dans l'épisode. Mais à propos donc de ce qui nous tenait vraiment nous à cœur, par exemple, il faut donc
il faut le faire, on l'a fait au ressenti, et notamment quelque chose qui était très important pour moi, c'était l'essence de la série, c'était Tatum, c'est-à-dire le dinosaure. Je voulais absolument qu'il garde avec Bannister, on voulait absolument qu'il garde le caractère et l'essence de ce qu'il était, c'est-à-dire une espèce de chat dans sa tête et dinosaure dans son corps. Et par exemple, quelque chose sur lequel on était absolument intransigeant, c'était on ne voulait pas qu'il parle. On ne voulait pas qu'il parle. Bon, ça, j'allais dire, les producteurs nous ont tout de suite suivis, ils étaient tout à fait d'accord avec ça. Mais après, plus loin, au-delà de ça, moi, je tenais absolument à ce qu'il ne soit pas plus intelligent qu'il n'était. En tout cas, avec une intelligence différente, vraiment celle de la bande dessinée. Et du coup, il a fallu que je fasse. Donc, ce qu'on s'était dit, c'était donc qu'on allait garder certaines choses sur lesquelles on ne céderait pas. Et la personnalité de Tatum, c'est quelque chose sur lequel il a fallu que je sois très vigilante tout le temps. C'est-à-dire que le directeur d'écriture, Hervé Nadler, était complètement d'accord avec moi. Il a fait un super boulot, il comprenait très bien l'œuvre. Mais, et du coup, il gérait très bien toute l'équipe de scénaristes qui ont écrit les différents épisodes. Mais en fait, on va dire, parce que c'est très long le temps de production d'une série télé, donc plus le temps passait et plus sur la fin des épisodes, par exemple, ça avait tendance à s'écarter un petit peu, on s'éloignait, parce qu'aussi ça devient plus dur de trouver matière à raconter, d'inventer des nouvelles histoires. Et du coup, on s'éloignait petit à petit parfois des consignes qu'on avait tous décidées ensemble au départ. Et il a fallu que je sois là en permanence, voilà, j'allais dire, pour veiller sur Tatum. Et donc, donc, je pense que, on va dire, en ce qui nous concerne, nous, on a eu la chance on va dire, comment faire pour ne pas trahir l'œuvre originale, ben, c'est que nous, on nous autorisait à être présents et à porter un regard en permanence, en fait, dessus. Nico, tu avais le même ressenti? Oui, il a fallu faire attention sur pas mal de choses. Mais effectivement, il faut choisir ses combats, quoi. On peut pas sur tous les fronts en même temps. Par exemple, alors sur les personnages, on n'a pas vraiment eu le choix, quoi. C'est-à-dire que quand TF1 décide que les personnages, il faut les faire plus grands, et quand les coprods allemands décident qu'il faut leur cacher le nombril, ben on le fait, quoi. Sinon l'argent, il tombe pas, quoi. Donc on s'adapte au mieux. Par contre, il y a des choses qui sont un peu plus, entre guillemets, anecdotiques, mais qui pour moi étaient importantes. Notamment, on a eu on a eu une discussion sur les décors, et notamment les rochers. Et dans la BD, les rochers sont carrés. Ça fait partie de l'ambiance globale de la série en bande dessinée, et de la direction artistique que j'avais choisie. Tous les rochers sont extrêmement anguleux. Et à un moment, on a eu des remarques alors je ne sais plus de qui ça venait, je crois que c'était une des chaînes de télé, qui trouvait que les rochers carrés, c'était quand même vachement dangereux pour les enfants. Alors, sachant qu'il s'agit d'un dessin animé, ça faisait un peu bizarre. Et il a fallu être très, 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 très présent, et il a fallu que je me tienne debout sur ce truc-là pour dire non, on va garder les rochers carrés. Et au fur et à mesure, effectivement, comme Flora l'expliquait, au fur et à mesure de l'évolution de la prod, les décorateurs aussi avaient tendance à ramollir les rochers, à enlever les arêtes, à les faire un peu plus arrondis, des choses comme ça. Et donc, à chaque fois, il fallait que je revienne en faisant des petites retakes, des petites notes, en disant non, ça c'est bien, il faut que ce soit bien tranchant, bien droit, et tout ça. Et il y a quelque chose d'autre sur lequel je faisais super attention dans la BD, et que moi j'adore, parce que ma culture de base de l'animation, c'est l'anime japonaise. Et les Japonais sont hyper forts en FX, donc tous les effets fumés, les effets d'eau et toutes ces choses-là. Et quand on a l'occasion de pouvoir enfin faire et participer à une série télé qui adapte son propre BD, forcément, on a envie de mettre tout ce qu'on aime dedans. Et moi, j'avais hyper envie d'avoir ce genre d'effet dans la série. Et ça n'a pas été tenu, ça n'a pas été écouté, ou je ne sais pas. En tout cas, c'était pas leur priorité, c'était pas leur culture. Mais j'avais vraiment d'autres choses à faire, sur lesquelles veiller dans la série. Donc j'ai laissé tomber le coup des FX. Et au final, ben, ça fait partie des compromis à faire quand on adapte.
Et effectivement, les FX de la série, pour moi, sont pas les mêmes que ceux de la bande dessinée. Et je trouve ça dommage, mais c'est mon point de vue personnel. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, c'est pas très grave, quoi. Donc, j'ai gardé mes rochers carrés, mais j'ai dû abandonner les FX. Et puis, il a fallu abandonner la taille des personnages et puis plusieurs autres choses. Mais pour pouvoir garder on peut pas dire non à tout, quoi. Si on dit non à tout, au bout d'un moment, ça bloque. Donc, il faut lâcher du mou, il faut donner des choses, et tout en tenant ses positions sur 2-3 trucs qui sont pour nous extrêmement importants, et expliquer pourquoi ils sont importants, à quoi ils servent la narration, à quoi ils servent l'univers dans lequel on évolue, et en quoi ils sont indispensables dans la série. Après, on est là aussi pour mettre des barrières à certains moments, mais il faut aussi laisser de la liberté aux gens, quoi. Sinon, il n'y a pas de créa, et voilà. Mais c'était intéressant de voir jusqu'où les scénaristes qui pitchaient des séries, ou même certains designers poussaient les choses dans le bon ou dans le mauvais sens, et de dire ok, ça c'est intéressant, on peut le garder, ou ça là non, vraiment on va trop loin, on n'est plus dans l'esprit de la série, donc on va revenir un petit peu en arrière sur ce truc là. Et c'était pas mal comme expérience, en fait. Pour la semaine, Michael, il y a eu des difficultés pour respecter l'univers que vous aviez en tête? Ou vous, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas vraiment une adaptation puisque c'est plus un projet transmédia? Ouais, en fait, excusez-moi. Un enfant. En fait, non, il n'y a pas eu de problème, oui, parce que justement, comme tu le dis, c'est pas vraiment une adaptation. Non, enfin, par contre, c'était plus au niveau du ton, en fait, qu'il fallait être un petit peu vigilant, parce que, comme je te disais, avec la team de scénaristes là, qui sont partis dans un délire vachement plus science-fiction, horrifique, à la Carpenter, un petit peu, Cronenberg, Carpenter, c'était vraiment toutes ces références-là qui plaisaient à Jérémy. En fait, l'idée, c'était de garder quand même la psychologie des personnages dans un univers qui tend à aller vers plus de science-fiction, plus d'horreur, par exemple, ne pas perdre nos personnages en route, en fait. C'était vraiment ça que Balak voulait garder. Ouais, il voulait garder ça, quoi. Après, au niveau esthétique, ben justement, très rapidement, on s'est rendu compte que le style graphique dans la bande dessinée, il a été hyper dur à mettre en place, d'autant qu'on était seulement au tome 3 et le style n'était pas encore très affirmé, il n'était pas encore, comment dire, on était encore un petit peu dans le dessin de Bastien, comme c'est lui qui avait quand même lancé les premières recherches graphiques, on était un petit peu dans ce délire, un dessin un petit peu plus lâché, un petit peu plus épuré, hyper difficile à animer. Et du coup, bah, toutes ces questions-là ont été résolues en un claquement de doigts dès que Jérémy est arrivé sur le projet, parce que bah, on ne lui a pas du tout demandé d'adapter son dessin au nôtre. On lui a demandé, mais garde ton dessin qui est parfait pour de l'animation, quoi. D'ailleurs, est-ce que le dessin animé a influencé la BD et inversement? Comment... Ouais, bah oui, sur plusieurs aspects, évidemment, quand nous, on voyait arriver, on voyait les premiers épisodes réalisés et qu'on on les découvrait en avant-première entre 2 pages, et finalement... Vous les découvriez finis à chaque fois ou vous aviez les animatiques? Non, on avait quand même les animatiques, mais bon, enfin, on va pas se mentir, des fois, les animatiques, c'est chiant à regarder, hein. Qui s'est pas endormi qui ne s'est pas endormi devant une animatique? Et bah, finalement, enfin, de toute manière, on avait tellement de travail il y avait une relation de confiance qui s'est établie, qui nous a permis de ne pas trop nous avoir à faire des allers-retours entre le studio de prod et l'atelier où on travaillait. Mais par contre, dès qu'on découvrait les épisodes finis ou quasi finis, bon, c'était vraiment une bombe graphique, quoi. On découvrait des façons de raconter des personnages différentes des nôtres. Finalement, la série, la série animée a permis une espèce d'harmonisation en plus de la bande dessinée. Et évidemment que ça a influencé un petit peu notre dessin, quoi. En particulier sur certains personnages. Tu penses auxquels?
Je pensais à Christo, évidemment. Moi, Christo, le personnage de Christo, c'est un personnage qui est emblématique de la série. Une espèce de, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un espèce de guerrier masqué ultra puissant, une espèce de personnage un petit peu mystérieux, un petit peu secret qui va accompagner les héros un petit peu en arrière-plan tout au long de la série. Et en fait, ce personnage, on l'avait inventé d'une certaine façon et les scénaristes de la série nous ont permis de le transformer d'une autre façon. Je vais éviter de trop spoiler, mais bon, il va vraiment évoluer. Et en fait, c'est étonnant ce qui s'est passé parce que aujourd'hui, moi, quand je dessine ce personnage, mon dessin raconte le personnage que je connais et que j'ai vu évoluer. Et évidemment que je ne peux pas le dessiner autrement que de la façon dont il a été révélé au public grâce à la série animée. Mais dans ma vie de tous les jours, par exemple, quand j'en parle à mes potes ou quoi, j'en parle toujours comme le personnage que j'ai créé au tout début avec Bastien et Balak, quoi. Et du coup, c'est marrant, ça crée des petits paradoxes comme ça qu'il faut rattraper en cours de route. Ah oui, non, pardon, il est comme ça et pas comme ça. Enfin bref, du coup, c'est assez étonnant, quoi. Et puis, c'est comment on appelle ça, ce twist-là, il est tellement incroyable qu'il a encore, pour rebondir à ce que vous disiez tout à l'heure, il a apporté une espèce d'ouverture encore plus large à la série. Et il y a tout un tas de gens qui se sont dit non, mais il est ouf ce perso. Et il a créé encore beaucoup plus d'attachement au personnage qu'il y en avait déjà au départ. D'autant que le twist en question, là, je vais essayer de ne pas spoiler non plus, c'est très dur, hein, mais était absolument pas prévu, en fait. Enfin, pas anticipé non, au pas départ du tout, de la série, quoi. Non, non, parce que et en même temps, c'est ça qui est génial, c'est que dans le cadre d'une adaptation qui se passe après que la série soit terminée, il n'y a pas vraiment moyen on est obligé de composer avec le matériel de base qu'on a. Et puis, comme dans le cadre de ce que disait Delphine tout à l'heure, on est obligé de composer, de s'arranger avec l'auteur et de proposer des choses. Et c'est pas forcément toujours évident. Et là, justement, comme on était tous en train de développer un même univers, c'était un ping-pong permanent entre les scénaristes et nous. Et c'était hyper intéressant de travailler de cette façon, quoi, parce qu'on avait encore plus de regard sur un même projet. Et je ne sais plus ce que tu voulais dire au départ, mais… Là, j'allais surtout conclure ce que tu étais en train de dire en disant aux gens, si vous voulez comprendre cette conversation, il faut regarder le dessin animé et lire la BD. Évidemment, évidemment. Alors, on n'est pas loin de la fin, en réalité. J'avais envie un petit peu de conclure sur un petit moment anecdote pour finir, notamment sur les idées reçues que vous avez eues concernant vos adaptations. Genre, est-ce que c'est super facile à faire à quand un yacht last man? Est-ce que vous êtes riche? Alors, non, les idées reçues, non, on n'est pas riche, évidemment, ce serait mentir que de dire que la série ne marche pas, mais ce qui est cool, c'est qu'il y a eu un vrai succès d'estime, plus qu'un succès commercial, en fait, et que de fait, on peut toujours revenir et enrichir l'univers d'une façon différente, puisque c'était un peu notre mantra dès le début, quoi. Réfléchir à une autre façon de décliner l'univers en bande dessinée, en dessin animé. C'est ce qui est en train de se faire avec la saison 2 de Last Man, là, en ce moment même. Et puis, moi, j'ai une toute petite idée reçue qui me fait marrer, doucement rire à chaque fois, c'est que c'est dans l'adaptation en dessin animé au sens large, c'est que bien souvent, les producteurs croient avoir tout en main à partir du moment où ils ont de la BD, des cases, et ils pensent que c'est la matière suffisante à faire, à pouvoir créer le dessin animé qui va suivre. Si je prends l'exemple des 300 de George Miller, je ne sais pas si vous avez vu ce film, je me rappelle, mais tout le matériel était là, il a suffi que le storyboard était déjà fait, il a suffi Zack Snyder a eu juste besoin de poser une caméra devant ses acteurs et tout était fait. Mais en fait, c'est complètement ridicule de se dire que tout existe simplement dans une BD, quoi. Après, il y a tout un processus créatif qui est incroyablement long et vous êtes bien placé pour le savoir. Et du coup, moi, j'aime bien casser ce truc qui dit non, mais attends, tu as une BD,
certes, tu as une image dans ta tête, mais après, c'est complètement différent pour l'adapter. Il ne faut pas se focaliser là-dessus. Les autres, vous avez des idées reçues, justement, à partager? Oui, effectivement, on n'est pas riche. mais par contre, ce qui est très vrai, c'est qu'on n'est pas du tout dans les mêmes rapports économiques et financiers, je veux dire, que la bande dessinée, quoi. Quand on a fait quand j'ai fait la bulle graphique, j'ai travaillé 1 mois et demi dessus. C'était l'équivalent de 6 mois de revenus en bande dessinée. Donc là, je me suis rendu compte qu'effectivement, l'anime, c'est pas du tout la BD. Et que oui, je comprends qu'il y en a qui s'en aillent dans l'anime. Mais l'idée reçue, comme quoi on devient riche avec la série télé, c'est assez faux. Par contre, on a des royalties, c'est vrai. On a des royalties régulièrement de diffusion, parce que chaque épisode diffusé génère un pourcentage de royalties pour les créateurs, auteurs, et pour tout le monde, pour les auteurs. Aussi pour l'éditeur, qui lui prend 50% de tout, c'est-à-dire que tout ce qui est généré, quel que soit l'argent qui soit généré par la série télé, l'éditeur va prendre 50% de tout. Et nous, on prend les autres 50%, qu'on se partage avec Flo, donc on a 25% chacun. Et puis voilà, donc c'est pas mal quand même d'avoir des royalties de temps en temps, tous les 6 mois, ça met un peu de beurre dans les épinards, c'est assez chouette, quoi. Donc voilà, mais à part ça, c'est pas avec ça qu'on devient riche, quoi. En général, on est plutôt quand on fait une série comme ça, adaptée d'une bande dessinée qui est en cours, on s'attend aussi à ce que ça décuple les chiffres de vente de la série, en bande dessinée, j'entends. Mais ça, c'est possible que si les livres sont en magasin et si l'éditeur suit rentre dans la queue de la comète de la série télé, quoi. Et il faut après que l'éditeur mette le paquet et mette les albums en magasin pour que les enfants puissent le voir et faire le lien directement entre la télé et la BD, voire même à mettre des stickers, genre vu à la télé ou des trucs comme ça. Oui, ça a beaucoup contribué au succès de la semaine, Michael, je crois, hein, sur la participation de l'éditeur. Ouais, c'est clair que l'éditeur, c'est Casterman, et franchement, ils ont vraiment mis le paquet. C'est un truc que moi, j'ai rarement vu et que pas mal de gens ont jalousé quelque part, parce que, et franchement, on va pas se mentir, c'est le succès de la semaine, il est dû d'abord au succès de Bastien, quoi, qui a permis des choses qui n'auraient jamais pu être, qui n'auraient jamais pu se faire sans lui, en fait, avec sa notoriété, en fait. Et le fait de faire de la promo avec une actrice porno ou de tenir 5 ans sur une série, de tenir 3 ans sur une série qui démarre pas très bien, qui fait pas beaucoup de ventes, franchement, on voit plus ça aujourd'hui, quoi. Au bout d'un tome, on arrête. Je veux dire, c'était une occasion inespérée de faire passer un projet qui nous tenait à cœur, et c'est vraiment à Bastien qu'on le doit à la base, quoi. Et après, évidemment, les stickers, c'est du matraquage, et moi, je pensais que le succès d'une série se faisait, naïvement, je pensais que c'était vraiment le contenu qui faisait le succès d'une série, mais quand même, je me suis bien rendu compte à quel point le matraquage publicitaire, je le dis de façon un peu péjorative, mais c'est vraiment quand même ce qui s'est produit, quoi. Ils ont lâché beaucoup de sous dans la promo, ils nous ont envoyé en festival de partout, à l'étranger, tout ça, et vraiment, ça, je crois que peu d'auteurs ont cette chance-là. Oui, ça a joué. Oui, je confirme. Oui. Delphine, toi, tu as aussi le côté diffuseur. Je ne sais pas s'il y a des choses pour les convaincre, justement. Parce que To Be Honest, tu nous l'expliquais, c'est très ambitieux comme série. Je ne sais pas s'il y a des idées reçues ou des clichés que tu as rencontrés, toi, de ce côté-là. Pas vraiment. Tu veux dire rencontrer des clichés qui s'appliquaient sur nous et puis que nous, on déjouait ou...
Je sais Tu pas. vois, un diffuseur qui arrive en disant bah oui, ça s'est vendu à des millions d'exemplaires, banco, parce que. Non, ils voulaient pas particulièrement le faire au début. Hein. France Télé, ils voulaient pas. C'est moi qui ai fini peut-être par leur donner envie de venir, qui ai déployé quelque chose qui leur donnait envie. Et d'ailleurs, la première chose qui leur a donné envie, c'était que on avait fait ensemble les grandes vacances. Et puis après, ils m'avaient vu produire d'autres trucs et tout ça. Mais moi, j'ai l'impression que chez les diffuseurs, il y a une vraie histoire de confiance avec les gens avec lesquels ils s'engagent. Surtout quand on est des petits comme ça et qu'on n'a pas beaucoup de trésor. Donc ça, cette relation de confiance, c'est un truc qui se construit et comme dans n'importe quelle histoire de relation, on n'est pas toujours responsable des raisons pour lesquelles on plaît aux gens. Donc ça, c'est super, moi, ça me va. Et après, pour les idées reçues, je sais pas parce que moi, je fais tout ça pour la première fois. Donc, j'ai un peu ce truc-là d'y aller en me rendant pas tout à fait compte de ce que ça implique, et tant mieux, parce que je n'irais pas sinon, je crois, si je mesurais vraiment ce que ça demande. Et après, j'essaye de m'entourer de gens qui connaissent très très bien leur travail et qui mettent le même cœur à l'ouvrage. Mais j'essaye de voir sur les idées reçues, parce que là, les idées reçues, c'est marrant, parce que tout le monde parle de la réussite et de l'argent et tout ça. Non, je sais pas. Non, mais très bien. Il y a que Marine qui parle d'argent. T'as pas des gros chiffres, Marine, à nous faire péter, là? Bah si, on a fait péter les gros chiffres. C'est une série. 10 millions la série. Elle va valoir 10 millions et demi. Là, on en a 9,5. Et moi, on m'avait dit le seul truc qu'on m'avait dit, qui n'est pas une idée reçue, on m'avait dit le pire à trouver, c'est le dernier million. Ben, je confirme. Hein. Ah, ouais. C'est vrai. Ouais. Donc, après, bah, bien sûr, on parle d'argent parce que c'est le nerf de la guerre. C'est ce qui fait que il faut quand on doit céder sur de l'artistique ou de la force narrative ou je sais pas quoi, ben, c'est parce qu'il y a des histoires d'argent. Après, pour le reste. Ouais. Et on a une autre idée reçue. Alors, je sais pas si Flo en parlera mieux que moi, mais qui concerne TF1 en fait. Et on a travaillé vraiment très proche avec l'équipe de TF1, l'équipe des programmes jeunesse, qui nous faisait énormément de retours. Et en fait, c'était super intéressant. Flo. Oui, c'est vrai que je dirais qu'en fait, on avait des idées reçues par rapport par rapport aux chaînes, par rapport aux producteurs. En fait, c'était aussi par rapport à ce qu'on nous avait dit, les retours qu'on avait eus d'auteurs et d'autrices qu'on connaissait ou ce dont qu'on avait lu dans la presse sur les adaptations d'œuvres. Et c'est vrai qu'on entend quand même assez souvent parler d'auteurs et d'autrices qui ont des rapports conflictuels avec les producteurs et les productrices où justement il y a où ça se passe pas, où ils ont l'impression justement qu'on trahit leur œuvre et qu'ils quittent parfois le projet en cours. Et enfin, moi j'avais cette impression que les producteurs et productrices arrivaient pour s'emparer de notre œuvre et peut-être en faire quelque chose de complètement différent en voulant nous écarter, parce que c'est des choses dont on a entendu parler que ça pouvait arriver, qu'effectivement on demande à l'auteur de bien vouloir aller voir ailleurs, comme ça l'adaptation peut se faire tranquillement sans qu'il donne son avis. Et donc heureusement nous on a eu effectivement la démonstration complètement inverse, puisque chez Goen ils ont tout de suite voulu nous impliquer au maximum. Ils ont pris en compte tout ce qu'on disait, ils nous consultaient à chaque étape. Donc ça allait vraiment à l'encontre de ce à quoi on s'attendait, et c'était vraiment très chouette. Et puis c'est vrai aussi qu'on avait peut-être au départ un peu des préjugés sur la chaîne, la grosse chaîne de TF1, en se disant oh là là, ils vont vouloir faire que du commercial, ils doivent sûrement pas forcément bien s'intéresser à la partie créative et à la narration et tout ça. Et en fait, on a été là aussi très agréablement surpris, parce que en fait, toute l'équipe de TF1 Jeunesse mettait vraiment la main à la pâte. Il se penchait vraiment sur l'écriture de tous les scénarios, et il faisait des retours très pointus en fait et très intelligents. Donc nous, on va dire, on a été agréablement surpris par tout ça, et toutes les mauvaises idées reçues qu'on avait eues, et ben en fait elles ont été détrompées par notre expérience.
Mais on sait aussi qu'on a eu beaucoup de chance par rapport à ça. Cool, bah, tant mieux. Alors, est-ce que... Anne-Claire, pardon, vas-y Anne-Claire, je ne t'avais pas vu. Non, je voulais juste dire 2 choses sur To Be Loneless concernant la relation à l'auteur d'origine. En fait, donc Timothée, l'auteur du roman, est bien vivant et on est beaucoup en relation avec lui. On le voit, on va encore le voir vendredi. On a eu au début un gros travail, de grandes discussions avec lui où en fait on lui a raconté ce qu'on voulait changer dans l'histoire et pourquoi. Et maintenant, en fait, il fait avec nous tout ce qu'on appelle le polish dial. C'est-à-dire qu'en fait, il lit avec nous toutes les versions finales des scénarios et on retravaille les dialogues avec lui. Donc, on est vraiment en relation voilà, avec l'auteur d'origine. Et concernant les diffuseurs, en fait, pareil que les auteurs de Tim et Tatum, on est avec FTV, avec Pierre et Joseph, et ils nous apportent énormément. En fait, il y a 8 scénaristes sur To Be Loneless, mais il y a au moins une vingtaine de cerveaux qui participent à la construction de la narration. Voilà. Pierre et Joseph Siracusa? Oui. Oui, avec qui on a travaillé sur la semaine. Donc, oui, je ne les ai pas cités, mais effectivement, c'est eux. Qui font référence à la semaine tout le temps. Ah bon? Joseph Jacquet et Pierre Siracusa, vous êtes leur modèle. Vous êtes leur modèle en fait sur le truc de la narration feuilletonnante, et sur la liberté aussi, sur tout ça. Je ne sais pas, mais en tout cas, ils nous ont vraiment ouvert des portes. Et on vit la même chose. Bah, écoutez, je souhaite vraiment que ça continue, quoi. On est vraiment, on peut pas dire que ce soit des diffuseurs qui, non, c'est des éclaireurs. Ils sont complètement à pousser les potards vers le haut tout le temps, quoi. Ouais. Vraiment, c'est une grande chance de travailler avec eux. On leur doit beaucoup sur la liberté qu'ils nous offrent. Oui, pareil. Ah, c'est super à entendre. C'est cool de finir sur cette note très positive. Est-ce qu'il y a des questions? Je m'adresse à la régie sur le chat. A priori, non. Je ne sais pas si vous vouliez encore un petit peu intervenir ou pas. On a encore un petit peu de temps. Mais, on me demande la référence couleur de la peinture chez Marine Robert. Ah. C'est satiné, c'est bon. La référence. Désolé. Non, par contre, si je disparais subitement, c'est qu'il y a un énorme orage au-dessus de moi et voilà, peut-être ça va griller ma box. Ok. Eh ben, c'est le moment de conclure du coup. Merci beaucoup pour cette table ronde et ce moment qu'on a partagé ensemble. C'était vraiment très chouette. Il y a eu plein de choses très intéressantes. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Moi, j'ai une question. Oui, c'est que si quelqu'un a loupé cette table ronde et demande à la voir, est-ce qu'elle a été enregistrée? Absolument, oui. Cool. Il y a un replay. Donc, il y aura un lien et tout ça? Okay. Ouais, je vais vous envoyer ça, ouais. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Donc, comme je vous le disais au début de la table ronde, c'est dans le cadre de Sévrier BD 2021. Et du coup, demain, jeudi 29 avril, vous pourrez assister à une autre rencontre qui s'appelle Des bêtises et des tracas, discussion autour de la BD jeunesse, animée par Gaëlle Poirier. C'est en présence de Bernadette Desprez, qui est illustratrice de Tom Tom et Nana, Loïc Clément, qui est scénariste, qui a fait Le Temps des Mitaines, Conte des Cœurs Perdus, et Charlotte Mundlik, qui est éditrice chez Rue de Sèvres et qui est autrice aussi. Et le début sera prévu à 18h et toutes les infos sont sur le site sévrierbd.com. Voilà, je vous mets la petite image. Super, moi je les connais, hein. J'ai bossé avec Bernadette Desprez quand je travaillais à J'aime lire, elle est géniale. Et Charlotte Mundlik, une géniale éditrice qui travaillait à Bayard aussi avant. Ouais, bah voilà. C'est une femme, j'adore cette femme, très grande qualité. Elle lit des super livres. Et bien demain 18h. Voilà. Okay. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci beaucoup encore. Merci. Merci pour l'invitation. Bonne soirée tout le monde. À bientôt. Au revoir. Salut.